Bienvenue dans votre nouvelle émission du Monde en 7. Nous évoquons le Burkina Faso où 3 officiers de l'armée proches de l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba ont été arrêtés pour complot. Nous en parlons en début des débats. Ensuite, Emmanuel Macron, le président français, a annoncé officiellement la fin de l'opération Barkhane au Sahel et au Sahara qui avait été lancée en août 2014. Et puis, 6 casques bleus togolais ont été blessés lundi au Mali, a confirmé la MINUSMA. Nous évoquons donc ces 3 sujets dans votre émission hebdomadaire. Pour en parler, nous avons d'abord Jérôme Sossou, le directeur de publication du Triangle des enjeux. Bienvenue. Oui, merci Mout. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui, effectivement. Oui, c'est effectivement vrai. Bonjour Mayaba. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Alors, bonjour, bonsoir, parce que l'émission est en direct ce matin, mais ça sera en rediffusion également dans la soirée de ce samedi. Et nous avons également sur le plateau, les présentations sont déjà faites de façon partielle. Je vais compléter simplement. Komi Mayaba, vous êtes le président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Bienvenue, chers confrères. Oui, bonsoir Elmos, bonsoir mon confrère Jérôme et tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Heureux de se retrouver pour en parler des sujets qui sont très intéressants, qui concernent même la vie d'une nation et le monde entier. Alors, il reste une partie de la présentation. Il est également directeur. Effectivement, bon, je vous laisse terminer. Alors. Il est directeur de publication du journal hebdomadaire Symposium. Voilà, exactement. Merci, c'est vrai pour la complétion. Je crois que je suis président de la J7, Association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, et directeur de publication du journal l'hebdomadaire Symposium. Et nous avons créé une association, justement. Il faut que je fasse comprendre le bien fondé de cette association. Oui. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un monde qui est tourmenté, un monde qui crée de la désolation au sein d'une paisible population. Donc il est important que, avec des efforts, ça et là entrepris par les chefs d'État et même d'autres pays d'ailleurs, il y a eu cette question de travail de façon, de travailler en synergie pour booster le mal des différents acteurs à tous les niveaux. Et donc c'est pourquoi on s'est dit donc, que ces efforts doivent être des efforts conjugués. Donc il faut aller vers déjà ce qui est existant et apporter l'information en temps réel, en temps de crise. Donc c'est ça notre motivation. La J7 s'inscrit dans cette logique-là et je pense que c'est avec tout le monde que nous travaillons. Ce n'est pas orienté véritablement ou spécifiquement pour une frange donnée. Donc c'est un travail de synergie et nous allons compter sur beaucoup de personnes, d'ailleurs tout le monde, pour pouvoir réussir le pari. Et dans ces genres de lutte, non seulement les populations vulnérables sont ciblées, mais également les journalistes. Et je pense que vos volets doivent cibler également nous, journalistes, qui sommes vos confrères. Et donc je parle également de Jérôme Sossou. Oui. Nous allons parler justement du terrorisme qui menace le Burkina Faso et qui le Burkina Faso qui est, j'allais dire, sous le coup de plusieurs attaques djihadistes et qui aujourd'hui est en train de vivre des coups d'État. La dernière ne date que de quelques semaines et dernièrement, cette semaine, des soldats ont encore été arrêtés pour complot. Cela veut dire tout simplement que les coups d'État ne sont pas encore finis au Burkina Faso. Il y a encore des projets en gestation, si je veux dire. Mais dans tous les cas, avant de commencer, justement, je voulais porter un coup de soutien à mon confrère. Oui, merci. C'est vrai que c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est vrai aussi que ce n'est pas facile de s'engager sur ce terrain, surtout que nous ne nous y connaissions pas du tout. Nous n'avons pas fait l'armée, on ne sait pas comment ça se fait là-bas. Si ces terroristes font la vie dure, très dure aux armées, notamment au Mali et au Burkina Faso, pourquoi pas ici au Togo, vous vous rappelez des jours assez noirs au nord du Togo où ils ont tué nos concitoyens. Oui. Donc ce n'est pas quand même assez facile.
il va falloir qu'on donne beaucoup d'informations à nos concitoyens, et ces informations-là, bien entendu, devaient passer par les journalistes. Et donc, mon confrère, ils ont bien fait de créer cette association. Et moi, tout ce que je leur souhaiterais, c'est d'être beaucoup plus actif sur le terrain, beaucoup plus informatif. Il devait leur revenir régulièrement de donner des informations, et là je crois qu'ils vont collaborer avec l'armée togolaise pour avoir beaucoup plus d'informations, pour savoir comment est-ce que véritablement ces gens-là, le mode opératoire, et comment est-ce qu'ils vivent, pour que en fait ils sachent quand même porter les vraies informations. À quel niveau apporter les informations au niveau de nos populations. Maintenant, pour revenir à ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, je crois le 30 septembre dernier a été le dernier coup d'État en date. Et donc, ce qui est un peu étonnant dans la situation, c'est que ceux qui avaient comploté comme Damiba, si j'ai bien suivi les informations, sont les mêmes personnes qui l'ont amené à Lomé ici, et ce sont ces mêmes personnes-là qui aujourd'hui sont arrêtées au niveau du Burkina Faso. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Lomé selon tout ce qu'on leur... Toutes les accusations portées à leur niveau, on les traite de voleurs d'aéronefs, de complot contre la présidente, c'est-à-dire le nouvel homme fort du Ibrahim Traoré, et que ils ont déserté l'armée. Cela veut dire qu'ils sont arrivés à Lomé et qui n'ont pas demandé la permission, ils ont fait ça clandestinement. Et moi, tout ce qui me dérange dans cette affaire, on me dit que c'est à partir de Lomé, où c'est Lomé qui a extradé ces trois colonels-là. Mais jusqu'à ce jour, le Togo ne dit rien par rapport à ça. Sinon, moi, je n'ai pas encore lu aucun communiqué du niveau de la présidence, ni de l'armée, ni du gouvernement par rapport à cette situation. Mais on nous a dit dans les informations que les gars sont arrivés à Lomé, que ce sont eux qui ont accompagné Damiba à Lomé, et que maintenant c'est Lomé qui les a envoyés, et parce que la nouvelle présidente du Burkina Faso aurait intercepté leur message de complot contre la nouvelle présidence. Et donc, il y a, à mon avis, un flou kafkaïen qui entoure cette situation. C'est pour ça que j'aurais souhaité à ce que le gouvernement togolais puisse quand même nous éclairer par rapport, puisqu'on cite le nom du Togo, tout ce qu'on avait lu sur cette affaire-là, on a explicitement cité le nom du Togo. Il va falloir que le Togo éclaircisse sa position par rapport à ça, puisque dans l'information on dit que c'est le Togo qui a envoyé, qui a remis, tout au moins, ces trois colonels aux autorités, aux nouvelles autorités du Burkina Faso. Et parmi ces trois colonels, je crois, c'est Noé, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, Ouedraogo. C'est lui qui avait lu, on avait vu à la télé, c'est lui qui avait lu la déclaration selon laquelle de Damiba. Maintenant, ça devient quand même un flou qui entoure cette situation. Aujourd'hui, les gars sont en résidence surveillée dans leur pays. Maintenant, il va falloir que le Togo nous aide à comprendre la situation pour qu'on ne fasse pas des spéculations sur l'information. En gros, il y a de la division au sein du camp de Traoré, c'est ça? Mais oui, bien sûr, dans tout pouvoir, il y a ça. On ne peut pas dire que... de sitôt, c'est pas... Mais oui, peut-être que les comploteurs, là, les complotistes, c'est-à-dire que Damiba et tous ces, comment peut-on, le nouvel homme fort et tous ses amis-là auraient quand même voulu que notre soit à la place du nouveau président par intérim. Mais comme ce n'est pas peut-être lui qui devait être là, bon, celui qui pense
je n'en sais rien, mais celui qui pense que c'est plutôt lui qui devait être à cette place-là, pourrait quand même comploter. Sinon, on ne peut pas faire un coup d'État le 30 septembre, et puis nous sommes aujourd'hui le 12 ou 13 ou je ne sais pas, 6 semaines plus tard, qu'on va nous parler encore d'un autre coup d'État. C'est comme le coup d'État est devenu du pain, du pain beurré que nos enfants mangent chaque matin à mode coup à la maison. Et puis, moi, ce qui m'énerve dans tout ça, là, ils s'amusent avec la vie des concitoyens, de leurs concitoyens. On ne veut pas se lever tout le temps pour faire des coups d'État. Et l'objectif poursuivi, je ne le connais plus. Or, on avait dit, Damiba avait fait son coup d'État parce qu'il se disait que il y a l'insécurité qui continue pas régner, que les terroristes continuent pas à leur dicter la loi, et que lui, il est militaire, qui va faire régner l'ordre. Maintenant, il est venu, il n'a pas pu faire régner cet ordre-là. C'est pour ça que ce groupe-là est venu quand même le faire partir. En tout cas, le discours n'a pas changé pour le... Tout à fait. Mais justement, si c'est la même chose, si c'est le même discours tout le temps, et que la situation même sur le terrain ne change pas, mais ça fait quand même de la pagaille. Ça semble à de la pagaille quand même pour mettre la vie des citoyens en danger. Et nous, peuple, bas peuple, nous sommes toujours contents. La dernière fois, nos amis, nos concitoyens, puisque nous sommes tous africains, sont contents parce que on a fait un coup d'État à Damiba. Or, on ne sait pas ce qu'il les attend avec le nouvel homme fort actuellement. Donc, il faudrait que nous aussi, Africains, nous aussi, peuples, il faut qu'on commence par réfléchir autrement. Le coup d'État n'est pas quand même quelque chose qu'il faut soutenir, qu'il faut quand même apprécier. Donc, il faudrait qu'on commence par comprendre que il faut aller véritablement dans la démocratie pour faire asseoir les institutions qui vont véritablement diriger nos pays. Alors, Mayaba, est-ce que vous voyez également sous cet angle, c'est vrai qu'il parle de la thèse où on voit ceux qui ont amené Damiba à Lomé, voilà, être en désaccord avec la nomination de Traoré, Ibrahim Traoré à la tête du Burkina, mais on pourrait également évoquer cette thèse où peut-être que le sort réservé à Damiba, le fait de l'amener à Lomé, n'était pas prévu, c'était plutôt prévu de le garder au Burkina. Oui, enfin, avant de répondre à votre question, je voulais apporter un peu de bémol par rapport à ce que le confrère Jérôme disait tantôt concernant la réaction de l'armée togolaise par rapport à... Sinon du Togo. Oui, la réaction du Togo. Bon, non, la réaction du Togo, justement. Non, ici, il est question de comprendre que quand on dit il y a un complot, c'est que les gens sont en train de comploter une situation, qui ont été surpris et qui ont été extradés. Comprenez bien que depuis que ce feuilleton a commencé au Burkina, où on devait trouver refuge à Damiba, c'était une discussion qui était engagée entre les chefs d'État. Et il fallait trouver un pays où Damiba devait quand même rester à notre défense. Donc même avant son départ, il y a eu des accords, enfin, il y a eu des discussions qui ont eu lieu autour. Et donc Damiba, comprenez bien, a rendu sa démission parce qu'il y a eu des discussions, des préalables qui ont été évoqués. Il le disait que non, qu'il va rendre la démission si et seulement si le nouvel homme, je veux bien parler de Traoré, ne va plus poursuivre ceux avec qui il était hier. De deux, il va aussi accepter de rendre sa démission du moment où le nouvel homme fort refuse ou décide de ne pas traquer l'armée. C'est-à-dire que les militaires avec qui ils avaient fait ensemble. Les poutistes. Oui. Aujourd'hui, la question est visible. Est-ce que la parole que Traoré a donnée, est-ce que cette parole est en train d'être respectée? Je ne sais pas. De deux, cet aspect où Damiba a Lomé avec ces trois officiers qui l'ont accompagné, tous sont des pilotes, et qui l'ont amené, c'est eux-mêmes qui l'ont amené, après il y a désertion. Même s'il y a un complot qui est en train d'être organisé autour,
d'un éventuel coup d'État qu'on ne connaît pas, et que ils ont été, puisque même dans le communiqué, ils ont dit qu'il y a fuite d'informations. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il y a des SMS, des messages qui véritablement faisaient croire ou faisaient voir, entrevoir comme quoi ils sont en train de mijoter un coup d'État ou de comploter quelque chose. L'armée togolaise ou le Togo, l'État togolais, ne pouvait pas tout à l'heure commencer à verser dans l'opinion une déclaration pour dire que c'est comme ça, les autres sont. Puisque ce n'est pas eux qui sont diligentés, qui ont diligenté l'enquête. L'enquête est diligentée ailleurs. On suppose que ceux qui sont sur le territoire togolais sont en train de formater un truc. Et si eux, ils ont l'information, ils vont extrader les gens là pour que ces personnes soient jugées sur leur sol. Donc c'est dans ce sens que eux, le travail que le Togo devait faire, c'est de ramener ces gens-là pour que tout se soit jugé, je crois, au Burkina. Alors, quand vous parlez de ramener ces gens-là... Non, l'extradition, quoi. Bon, qui devrait être extradé, qui pas... Non, ils sont sur le sol togolais. Et donc, quand il y a un problème... Mais visiblement, il y en a eu Christian Caboret, après il y a Damiba, ils n'ont pas été extradés. Pourquoi Non, ici, on dit qu'il y a complot, puisque ici, ce n'est pas un coup d'État déjà. Hein. On dit qu'il y a complicité. Même si vous n'êtes pas sur le sol togolais, qu'il y a des choses... Dans tous les cas, ils n'ont pas rendu leur démission. Ils ont dit qu'il y a désertion. En principe, quand c'est comme ça... Ils ne se sont pas rendus à Ouagadougou aussi de leur plein gré. Oui, justement, c'est parce que à un moment donné, quand ils ont ramené Damiba, ils devaient retourner dans tous les cas. Oui. C'est pourquoi ils parlent de désertion. Du moment où ils ne sont pas retournés, il y a un vol d'aéronef, il y a tout ça là. Tous ces éléments viennent confirmer le coup qu'ils sont en train de préparer. Et donc, quand il y a des informations qui sortent, le territoire sur lequel ils sont, le rôle, c'est quoi? C'est que les autorités de ce pays-là doivent ramener ces personnes-là pour que la lumière soit faite. Justement, pourquoi quand ils sont rentrés, ils sont en résidence surveillée. Quand vous dites doivent, moi je ne suis pas forcément d'accord. Est-ce que le Togo n'est pas obligé? Non, le Togo, en fait... C'est vrai qu'il y a des relations diplomatiques. Oui, ça dépend. C'est pourquoi j'ai parlé dans un premier instant, au prime abord, d'un accord qui a été engagé entre le Togo et le Burkina. Et ils ne sont pas rentrés au Togo de leur propre gré. C'est qu'il y a des accords d'État qui ont été signés, que c'est ici que ça veut dire que tout ce que Damiba ou ses proches feront ici seront relayés dans tous les cas au niveau du Burkina. C'est-à-dire que des actions, d'ailleurs même quand il était rentré, nous avons appris des sources sûres qui voulaient faire des déclarations où le Togo leur a refusé. Enfin, je veux bien parler de Damiba, où peut-être le Togo a refusé qu'il fasse aucune déclaration, comme quoi ça peut peut-être avoir lieu, ou ça peut faire comme il y a une caution derrière le président déchu pour pouvoir entreprendre un certain nombre de choses. Donc ça veut dire qu'il y a justement des règles qui régissent comment l'appelle-t-on, un exilé politique dans un pays. Donc si vous brisez les termes, les accords, je pense que ça va avoir des préjudices. C'est pourquoi justement quand c'est comme ça, l'accord, soit le Burkina aurait demandé au pouvoir de Lomé, voilà les informations que nous avons eues de la part des vôtres qui sont ici. Et étant donné qu'il y a des accords qui ont été signés avant leur arrivée au Togo, ça veut dire qu'ils vont vérifier l'information. Si c'est vérifié, je ne sais pas, nous ne savons pas jusqu'alors, c'est justement là je le rejoins, nous ne savons pas d'où viennent ces investigations-là, qu'on sache qu'il y a un éventuel coup d'État qui est en train de préparer. Donc c'est pourquoi le secret de l'enquête, on va les amener. C'est maintenant que l'AGTU va faire son travail pour élucider le problème dans son ensemble. Parce que ici, ce ne sont que des faits qui sont présentés. Donc maintenant, il faut creuser pour comprendre véritablement est-ce que vrai, ce dont on leur accuse est fondé, ou bien ce ne sont que des montages pour pouvoir créer de la psychose. Mais aussi, comprenez que, nous l'avons dit, nous ne cesserons jamais de le dire, personne ne peut au monde faire l'apologie du coup d'État. Nous avons dit, quand quelqu'un déchoit un président, quelqu'un vient faire par un président pour des raisons que vous connaissez, parce qu'il ne fait pas bien, et parce que ceci, cela, nul n'est détenteur d'un pouvoir magique. Hein. Quand vous êtes là en tant que gouvernant, si c'était comme ça, tout le monde serait président. Le président, le poste de la présidence ou un président, un chef de l'État, c'est les populations qui élisent un président. Ce n'est pas un groupe organisé qui estime que l'autre ne fait pas bien, il faut le chasser pour que je vienne. Donc c'est là je suis d'accord avec même, entre-temps, la CEDEAO qui avait corsé des sanctions pour les chefs d'État. Mais malheureusement aujourd'hui, nous voyons la fébrilité de cette CEDEAO là parce qu'elle n'arrive même pas à agir. Puisque quand vous voyez déjà même les coups d'État aujourd'hui qui s'observent un peu partout en Afrique, c'est sous le regard impuissant de la CEDEAO. C'est vrai qu'elle avait
donné des sanctions qui ont créé de remous, où les gens estimaient qu'il y avait 2 poids 2 mesures, où il y avait même la main derrière, les missions de la France derrière ces coups d'État. Et donc je crois qu'aujourd'hui, cette CEDEAO a laissé tomber carrément ce qui est conçu dans leur charte, la charte de la CEDEAO, qui dit véritablement qu'il faut, quand quelqu'un vient au pouvoir, quand il y a un coup d'État, il faut forcément organiser des élections en 18 mois pour aller aux élections. Donc ici, on ne voit plus ça. C'est des gens qui viennent, ils posent des conditions le lendemain. Donc si c'est comme ça, on finirait jamais avec le coup d'État. Justement, comme le disais tout à l'heure, Sossou, c'est que ce complot, d'abord, soit fondé ou non. En tout cas, cette crise actuelle montre à quel point la situation est assez délicate au Burkina Faso. Oui, mais nous savons... Un coup d'État qui serait en train d'être préparé quelques semaines seulement après le précédent. Les gens l'ont dit que Traoré, c'est l'homme du moment. Je dis non, vous savez, le Burkina, nous savons ce que c'est. Un coup d'État n'a jamais amené quelqu'un au pouvoir. Il va durer longtemps dans cette histoire-là. Parce que c'est les mutins. C'est entre l'armée. Ce n'est pas la population même qui a marché pour qu'un président ou quelque chose. Ce n'est pas une revendication. C'est l'armée entre elles. Un groupe s'organise pour dire qu'il faut faire partie. Quand c'est comme ça, je vous dis qu'il n'y aura pas quelqu'un qui sera légitime au sein de cette armée-là. Il y aurait toujours cette crise-là qui vont toujours amener. Donc, comment faire pour décourager ces coups d'État? Il faut commencer à chercher des moyens pour pouvoir finir avec ces coups d'État en Afrique. Nous l'avons dit et nous avons jeté souvent le doigt accusateur sur la France, que c'est la France qui est derrière. Aujourd'hui, je me mets à côté pour dire que ce qu'on est en train d'observer, c'est vrai que la France avait déjà avait commencé à s'interroger sur son sort par rapport à son intervention dans les relations diplomatiques des chefs d'État africains. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu une pandémie qui a pris forme. Et la plupart des chefs d'État africains aujourd'hui rentrent dans ce jeu de démocratie, enfin de coup d'État. Et véritablement, le peuple est désemparé, ne sachant pas vers où se tourner. Et c'est le bas peuple qui subit. Et quand c'est comme ça, à quand nous allons sortir de cette lorgnette? La grande question est là. Mais je pense qu'avec des réflexions mûries, on pourra trouver des justes milieux pour que ces différents coups d'État observés ça et là ne puissent en passer. Et maintenant, vous voyez, les réflexions sont autour de comment éviter les coups d'État. Alors que la base même du problème, en fait, c'est le terrorisme. Et ce terrorisme-là que ces forces militaires brandissent pour pouvoir arriver au pouvoir. Et puis, finalement, le nœud du problème même n'est pas aujourd'hui comment dirais-je, ce qui est prioritaire, voilà, aujourd'hui, visiblement, c'est comment arrêter les coups d'État, alors qu'en réalité, les populations sont en train de souffrir du terrorisme, le Burkina Faso en particulier. Est-ce qu'il ne faut pas dire que ces hommes arrivent au pouvoir pour assouvir leur ambition démesurée, et parce que le coup d'État semble être quelque chose qui est devenu beaucoup plus simple à faire, et donc des gens se lèvent le matin, puis ça leur passe par la tête qu'on peut faire le coup d'État, et ils réussissent à cela. Et ça devient quand même une habitude assez sale qu'on observe surtout à côté de nous. Et moi je me dis même que lorsque Mayaba parle encore de la CEDEAO, je me suis posé la question de savoir si ce machin existe encore. Oui, parce que en réalité, la CEDEAO comment peut-on, a tout gâté, quoi. La CEDEAO a tout gâté, la CEDEAO ne devait plus en réalité exister. Alors, dans quel sens vous le dites? Oui, mais lorsque ce n'est pas seulement le coup d'État, quand on porte l'arme sur quelqu'un qu'on peut appeler le coup d'État. Il y a aussi des coups d'État constitutionnels qui amènent ces hommes-là, qui ont la force de l'arme, à vouloir quand même la prendre. Et donc, si on ferme les yeux sur
les coups d'État constitutionnels. Et puis on va dire que quelqu'un a porté l'arme sur un président pour le sauter du fauteuil présidentiel et que c'est lui qui a fait le coup d'État et que c'est lui qu'on devait sanctionner. Je crois que la CEDEAO est en train de faire quelque chose qui ne la ressemble pas du tout. Et c'est pour ça que je dis, mais à côté de nous, même au Togo, on a fait plusieurs fois le coup d'État constitutionnel pour permettre à ce qu'aujourd'hui M. Faure Gnassingbé soit toujours au pouvoir et en train de faire un 4e mandat, même si des gens disent que c'est le premier mandat, alors que nous avons nos enfants qui sont des élèves qui ne devaient pas quand même sur ces genres d'informations. Et si à côté, là-bas, en Côte d'Ivoire, Ouattara est en train de faire un 3e mandat, alors qu'il a retouché, il a tripatouillé à plusieurs reprises la Constitution, et la CEDEAO n'arrive pas quand même à recadrer ces chefs d'État et qui leur permet de quand même de continuer à faire comme si de rien n'était. Et maintenant, qu'à côté des gens vont prendre des armes, ils vont dire que qu'ils ont fait les coups d'État qui seront sanctionnés, ce n'est pas bien. Moi, je ne peux... Il y a des symptômes en réalité que la CEDEAO aurait dû déceler depuis avant et la CEDEAO connaît ça. Ce n'est pas vous et moi qui allons quand même apprendre à la CEDEAO à respecter les protocoles que les chefs d'État ou les pays ont signés. Vous voyez. Et donc, pour moi, en réalité, la CEDEAO ne devait pas faire 2 poids 2 mesures. Ce que la CEDEAO est en train de faire là, moi je suis toujours contre un coup d'État parce que avec l'évolution du monde actuellement, on devait quand même aller dans les urnes aux élections. Résolution pacifique des crises. Oui, mais on devait quand même aller aux élections pour choisir son président. On devait permettre quand même, parce qu'on a la force, et puis on peut prendre les armes, on peut chasser quelqu'un aujourd'hui, demain, on peut chasser l'autre, etc., etc. Ce n'est pas, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais je crois que c'est aussi qui permet à ce que ces genre de choses arrivent. Ces genre de choses arrivent facilement. Si on permet aux gens, à certains, quand même, de tripatouiller à longueur de temps les constitutions pour quand même s'enraciner au pouvoir et que d'autres vont prendre des armes pour quand même vouloir, eux-mêmes se le disent, rétablir l'ordre, comme ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry. Et puis la CEDEAO n'arrive à rien dire, à vraiment solutionner, puis elle dit qu'il va sanctionner. Ce n'est pas bien. En même temps, la CEDEAO est à court de pouvoir dans la mesure où c'est les assemblées nationales qui votent les lois. Vous voyez, quand vous parlez de constitution et tout le reste, la CEDEAO n'a pas de force pour pouvoir bloquer pourquoi pas? Si ce n'est que de stratégie. Ben justement, si ce n'est que des stratégies. Et donc, c'est pour ça que ces hommes-là se disent que si les assemblées nationales ne peuvent pas quand même, puisqu'elles sont souvent, comment peut-on, inféodées au régime en place, donc si les assemblées nationales ne pouvaient pas quand même voter les lois en bonne et due forme quand même, pour permettre à ce qu'il y ait une limitation du mandat et que le président actuel, je ne parle pas forcément du Togo, oui. Le président actuel pourrait quand même respecter cette constitution-là. Je pense que si certains pouvaient quand même avoir une autre force, prendre les armes pour aller à ces coups d'État, la CEDEAO ne pouvait rien leur faire. C'est en réalité ce qui se passe. C'est pour ça que ces hommes entrés se disent qu'ils sont forts et ils ne respectent rien. Tout ce qui se passe autour dans la sous-région, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, oui. Moi je crois que c'est la CEDEAO qui quand même prête le flanc à tout cela. Si la CEDEAO allait avec, comment peut-on, je n'allais pas dire même la force, si allait avec la précision, si la CEDEAO quand même s'impose à ce qu'il y ait ce genre de tripatouillage, je ne pense pas que les coups d'État vont arriver. Mais là, je souhaite... Maintenant trop d'antécédents pour revenir... Oui, allez. Oui, mais c'est fini pour la CEDEAO. C'est pour ça que moi, je souhaiterais que ce machin-là disparaisse complètement, qu'on pouvait quand même la remplacer par une autre institution qui pourrait quand même avoir la coudée franche, avoir la vraie force
pour quand même agir au nom des populations et non des pays. Bon, maintenant, par rapport à ce que disait un temps Mayaba, parce qu'il a également une réaction pour toi. Mais je sais qu'il va, mais je sais qu'il va réagir par rapport à tout ce que il ne serait pas d'accord. Il serait pas d'accord. Il serait jamais d'accord avec moi. Dans tous les cas, moi ça ne me dit rien parce que moi je suis en train de faire. C'est des débats. Moi je suis en train de faire mon analyse de jeunesse par rapport à la situation que la CEDEAO présente, par rapport à la situation qui se présente dans la sous-région, surtout ouest africaine. Moi je dis, lorsque Mayaba disait un temps que la décision au niveau du Burkina pour permettre à ce que Damiba soit quand même tranquille avec ses hommes, son entourage, c'est vrai que ça a été une décision, ça a été une négociation et les autorités actuelles avaient accepté. Et je crois que c'est Damiba même qui aurait souhaité arriver au Togo. Et bon, il avait son prédécesseur qu'il avait fait fuir. Il est au Togo. Je ne sais pas si un jour, M. Fonia Sibé va organiser un dîner entre... Si ce n'est encore fait. Si ce n'est pas encore fait. Puisque je n'en sais rien pour le moment, mais j'aurais souhaité que ça se fasse pour qu'ils comprennent que les coups d'État en réalité ne servent à rien parce qu'ils sont des concitoyens burkinabés et puis celui-là qui l'a chassé l'a rejoint à Lomé pour se dire qu'en réalité tout ce qu'ils ont fait là, ça ne rentre pas dans l'intérêt de leurs concitoyens. C'est cela que bon, c'est juste pour faire une réflexion autour de la chose. Maintenant, si la décision est telle que Damiba aurait choisi Lomé et que les nouvelles autorités ont accepté à ce que Damiba arrive à Lomé sans vouloir rien faire quand même à son entourage, je pense que si aujourd'hui il s'est fait que le nouveau président dit qu'ils ont intercepté des messages de complot contre sa sûreté, et à partir de Lomé, je crois qu'il va falloir que l'État togolais éclaircisse sa position par rapport à ça. Puisque moi je trouve ça important. Les gars sont en train d'impliquer notre pays dans cette affaire, en citant explicitement, même l'agence AIB burkinabèse l'avait dit que des sources policières, qu'il y a une source policière qui confirme que c'est à partir de Lomé que ce coup d'État se préparerait et que c'est à partir de Lomé que les nouvelles autorités ont intercepté le message. Si c'est cela, je ne sais pas si c'est elle qui avait demandé à ce que le Togo fasse l'extradition ou c'est le Togo même qui a jugé bien de le faire. C'est pour ça que moi je souhaiterais, j'aurais véritablement souhaité que le Togo éclaircisse sa position par rapport à ça. Ce n'est pas pour se défendre ni pour quand même vouloir enfoncer le pour que nous évitions de rentrer dans les spéculations. Pour éviter qu'on soit dans les spéculations. Et aujourd'hui, ici, actuellement, nous sommes en train de faire des spéculations parce que réellement, on ne sait pas ce qui s'était véritablement passé. Puisque nous sommes obligés de réagir par rapport à la déclaration des nouvelles autorités, à l'actualité. Parce qu'on a cité le nom de notre pays. Et si on a cité le nom de notre pays, nous aussi, nous allons quand même chercher à nous défendre par rapport à cette situation. Maintenant, si nous voulons défendre notre pays par rapport à ça, et que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas l'information vraie et juste, comment est-ce qu'on peut quand même arriver à vouloir protéger notre pays par rapport à... Puisque l'information, elle n'est pas seulement du Burkina Faso et du Togo, puisque c'est une information qui circule sur les réseaux sociaux et qui est partout. On ne sait pas comment est-ce que les autres pays vont... Enfin, je ne sais pas avec quels yeux les autres pays vont regarder notre pays. C'est pour ça que moi, je souhaitais vivement qu'on nous clarifie la situation. Et demain, nous serons quand même en même de défendre
notre pays par rapport à cette situation-là. C'est ma position par rapport à la chose. Alors, je pense que vous devez aller à l'information avec l'association et de savoir si peut-être Ibrahim Traoré a peur qu'on lui réserve un siège également à Lomé. Non, je crois que mon confrère a monopolisé un peu la parole. Comment donner la parole? Je ne l'ai pas monopolisé. Je voudrais réagir un peu par rapport... Il faudrait que tu fasses ton analyse. Laisse-moi tranquille. Faire mon analyse. Je suis d'accord avec lui sur un point, mais sur d'autres points, non. C'est vrai que nous sommes dans le débat. Mais ce qu'il faut comprendre, je vais d'abord lui faire comprendre que quand il parle de l'échec cuisant de la CEDEAO par rapport aux différents coups d'État, on observe dans la sous-région, je suis d'accord avec lui. Mais sauf qu'il doit comprendre que la CEDEAO, même dans les textes constitutionnels de chaque État, il y a des dispositions qui permettent qu'on puisse réviser une constitution. Ça veut dire que la révision constitutionnelle n'est pas un coup d'État. Ça, c'est oui, une révision constitutionnelle. Ne me fais pas te rappeler Non, je te parle de quelque chose. Même, allez-y voir, un procès, enfin, en droit, une révision constitutionnelle n'est pas un coup d'État. Je ne dis pas le contraire. Dans quelle mesure on le fait? C'est ça qui est très important. Quand vous avez parlé, j'ai eu mais c'est dans quelle mesure qu'on le fait? Je vous ai laissé le temps de parler. Réagissez après moi. Je crois que l'élégance voudrait cela. Non, laisse ce petit jeu de mots là. Oui. Donc, nous voudrions comprendre que il ne faut pas confondre les choses. Quand on parle de coup d'État, et les gens disent coup d'État constitutionnel, alors qu'il y a une disposition dans la Constitution qui prévoit qu'il faut modifier la Constitution. Maintenant, là où c'est choquant, parfois il pouvait quand même élucider, c'est de comprendre que quand on fait une révision à un moment où il ne fallait pas le faire, on ne peut pas parler d'un coup d'État, mais une façon biaisée d'un chef de l'État de pouvoir le faire pour s'éterniser au pouvoir. C'est deux choses. En ce sens, la CEDEAO ne peut pas réagir pour parler d'une modification constitutionnelle dans un pays. Il faut aller dire à tel président, surtout que nous savons que chaque État est souverain. Ça veut dire que dans votre pays, un chef de l'État, avec son peuple, son assemblée, peut décider des textes qui arrangent ou qui est bénéfique à la population. Alors, donc, le fait. C'est vrai ce que vous dites, mais quand on le voit sur cet angle, on se demande à quoi sert la CEDEAO, parce qu'à la fin, si sur des tests, la CEDEAO doit être bloquée et ne pourra pas agir pour pouvoir avoir cette influence assez importante, on se demande à quoi sert la CEDEAO finalement. Non. Parce qu'il y a beaucoup de fonds quand même qui sont alloués à son fonctionnement et chaque État en est participant. On se demande à quoi sert la CEDEAO finalement. Oui, la CEDEAO, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, ce n'est pas se focaliser sur les modifications constitutionnelles. La CEDEAO a son rôle, puisque quand vous regardez même dans la charte, ce que doit faire la CEDEAO pour un pays, ça existe. Ce n'est pas dans les trucs, enfin, dans les constitutions ou dans les modifications constitutionnelles que la CEDEAO doit agir. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que on constate que avec ce que la plupart des chefs d'État modifient comme constitution pour se représenter au pouvoir, est un blocus pour arriver à décanter une situation politique dans un pays. C'est-à-dire que quand un président à volonté décide volontairement, sans tenir compte des réalités d'un État, décide un matin de dire je vais modifier pour se représenter, là ça fait du choc. Alors que ça laisse impuissant la CEDEAO de réagir. Surtout que ça dispose, c'est-à-dire que l'État est souverain et qu'il peut disposer d'une révision constitutionnelle. La CEDEAO ne peut pas intervenir dans ce cas pour interdire à un président de modifier la Constitution, surtout que cet État est souverain. Donc ici, le coup d'État... Il ne faut pas oublier les protocoles signés par ces États-là. Pardon? Il ne faut pas oublier les protocoles. Il y a des protocoles qui disent que... Non, à moins de 6 mois, oui, je suis d'accord. Oui, mais alors que des gens sont... constitutionnels. Maintenant, quand les gens veulent modifier la Constitution à 6 mois avant les élections, c'est une violation. Tout le monde sait que c'est une violation. Mais c'est ce qui se fait d'ailleurs. Je ne parle pas du temps, je parle des révisions. Vous avez parlé des coups d'État constitutionnels. Oui. Vous avez parlé des coups d'État constitutionnels. C'est pourquoi je dis une révision constitutionnelle, si se restitue dans le délai, n'est pas un coup d'État. Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas contre. C'est pourquoi nous n'allons pas généraliser, même que ce soit avant 6 mois ou après, avant 6 mois, même si on fait une révision constitutionnelle et qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur l'avenir d'un pays.
je pense que la CEDEAO serait incapable d'aller intervenir pour dire que, dans tous les cas, si dans un pays, on dit 6 mois avant, surtout dans la charte, dans le protocole additionnel, c'est clairement stipulé que avant 6 mois, on ne peut pas, avant 6 mois... Et s'il faut le faire, il faut que ça soit consensuel. Donc, ici, nous disons que la plupart des questions que nous constatons dans les modifications constitutionnelles, ce n'est pas une question de temps, mais c'est une des questions. Par exemple, ce qui est en train de se passer avec le Sénégal, qui veut, Macky Sall qui veut modifier la constitution avec son assemblée pour se représenter, il va respecter le délai. Mais les gens musulmans constatent que c'est une volonté pour se représenter. Justement, pour se présenter. C'est ça, il faut. Sinon, les chefs d'État vont considérer que je vais le faire, mais avant 6 mois pour rester dans le délai. Mais est-ce que ça répond aux besoins réels de cette population? C'est de ça qu'il s'agit. C'est là, je dis, s'il fallait revoir, il fallait une relecture de la CEDEAO pour prendre en compte cet aspect, pour dire avant une révision, mais ce serait difficile parce que chaque État est souverain. Une modification constitutionnelle, on ne peut pas dans la constitution penser qu'une organisation sous-régionale va interdire ou empêcher un chef de l'État de modifier une constitution ou une nation de faire une révision constitution ou un référendum. Oui, mais justement, je suis d'accord avec toi. Je viens. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que la CEDEAO doit faire? Or, on ne peut pas dire qu'en amont, les coups d'État que nous constatons, parce que tel ne fait pas bien, il a manqué d'astuces, il a manqué de possibilités, il a des ratés à tel, il faut que quelqu'un vienne un matin et créer une situation pour le faire partir, et tout ça là, en ce moment, la CEDEAO est capable d'intervenir pour dire non, selon les principes de démocratie, pour qu'un président qui soit désavoué par son peuple, il faut aller vers des élections. Même si quelqu'un a mis mandat 2 mois ou 1 mois avant son mandat qu'on vient d'instituer, c'est les élections qui sanctionnent un président en coup de mandat. C'est là nous disons que la CEDEAO doit revoir la copie en termes de comment faire pour quand même élucider ce problème de terrorisme, j'allais dire, de coup d'État dans nos États. Parce que ça fragilise. Ça frise même l'opinion, ça fragilise les États et aujourd'hui notre économie. L'économie, je veux parler de l'économie africaine, elle est fragile. Elle est fragile parce qu'un coup d'État, vous savez ce que ça donne? Il faut revoir tous les aspects liés au développement. Celui qui vient, il faut réorganiser beaucoup de choses et que ça nous ramène, je crois, derrière. C'est pour ça même que... Je vais finir, vous allez prendre la parole. Donc, dans ce cas, quand nous laissons ce côté, quand nous allons peut-être prendre l'autre aspect pour parler de quand un chef de l'État vient au pouvoir, quand un chef de l'État arrive au pouvoir et qu'il a la volonté de travailler et que son peuple décide à un matin qu'on ne veut pas de lui, il faut encourager une mutinerie comme ça se passe. Parce qu'avec ce qui s'est passé au Burkina, et quand Traoré a chassé Damiba du pouvoir, nous avons vu une liesse de population dans la rue pour saluer ce coup d'État. C'est ce que moi je dénonçais. Voilà, donc cette façon de faire, c'est comme si c'est le peuple qui légitime les coups d'État dans nos États. Et vous ne pouvez pas leur refuser cela? Non, on ne peut pas leur refuser, mais dans tous les cas, dans le mental ou dans la conscience humaine, on aurait pu quand même dénoncer quelqu'un qui vient prendre l'arme pour chasser un président, pour dire que même s'il ne fait pas bien, parce qu'on ne peut pas attendre à la fin d'une élection, à la fin de son mandat pour gagner des élections pour le déchoir. C'est le peuple seul qui donne mandat à quelqu'un d'aller rester au pouvoir. Celui qui vient le chasser sous un argument donné, comme quoi il n'a pas les moyens suffisants pour armer qui vous dit que celui qui viendra fera plus que lui? Je ne pense pas. D'ailleurs, la plus forte raison, nous sommes en train de subir ce qui est en train de se faire. Damiba est venu chasser Kaboré, comme quoi il n'avait pas les moyens pour arriver. Il est venu 6 mois, 8 mois après, et Traoré suppose ou estime qu'il n'en fait pas non plus. Il l'a chassé. Actuellement, il y a aussi trois officiers qui estiment qu'il faut que... Mais dans tous les cas, nous disons que ces coups d'État, ces différents coups d'État à différents niveaux que nous vivons, il faut que nous, de grâce, les États africains doivent repenser. Même s'il faut rééditer l'histoire autrement pour penser à l'époque de la dictature, je peux mieux l'exprimer comme ça, ou de monopartisme, où on n'a pas des élections, il faut quelqu'un, quand il finit, il revient. Ça fait des réalités du moment. Mais ici, Lomé, qui a abrité le contingent, pas le contingent, ceux qui ont donné l'asile au président déchu et ces hommes, si
c'est en cela que je vais terminer. Si aujourd'hui Lomé doit réagir par rapport à ces acteurs, l'affaire est déjà, puisque pour le moment, une source officielle de la part du Togo n'est pas en train de dire que c'est comme ça. C'est pourquoi justement, il faut une enquête. C'est suite une enquête, puisque le Togo n'est pas cité comme sur, mais on dit, même l'acte qui a été commis, ou ceux qu'on est en train d'incriminer sont sur le territoire togolais. Mais l'État togolais ne peut pas, du coup, prendre une communication pour la prendre dans la masse, comme quoi, oui, c'est nous qui avons appris, nous avons appris. Non, ça n'a vraiment le secret d'État. Dans tous les cas, ce n'est pas un souci. Oui, le secret d'État. Mais je voudrais rapidement chuter par rapport. Oui, si la CEDEAO ne peut pas être en mesure d'empêcher ces révisions constitutionnelles, ces violations des textes à l'orée des élections pour que ces chefs d'État-là ne soient pas quand même éternellement au pouvoir. C'est de la même manière que la CEDEAO ne pourra rien contre ceux qui font les coups d'État militaires. Ce n'est pas possible. En tout cas, parce que si on dit que les pays-là sont souverains et que la CEDEAO n'a rien à voir avec les révisions ou les tripatouillages des textes constitutionnels, alors la CEDEAO serait quand même bien faible par rapport à ces coups d'État. Et la preuve en est que depuis qu'il y a ces coups d'État et que la CEDEAO sanctionne, qui respecte ces sanctions-là, la CEDEAO avait sanctionné plusieurs fois le Mali. Oui. Mais le Mali vit mieux que certains pays de la sous-région. Je dirais même que les populations du Mali vivent mieux que les populations du Togo. par rapport à un certain nombre... Non mais si, par rapport... En tout cas, vous avez oui, mais bien sûr, par rapport à un certain nombre... J'allais donner juste un exemple. Oui. L'engrais est très cher par rapport à Bamako. Ouais. Alors, ça fait un exemple assez palpable. On va parler. En Guinée, oui, mais justement, en Guinée, je vais chuter là. Oui. En Guinée, Conakry, la CEDEAO a sanctionné. Mais comment il s'appelle même, j'oublie un peu son nom là. Doumbia ne respecte rien. Doumbia est en train de faire sa loi là-bas. C'est comme ça que la CEDEAO ne pourra pas avoir cette main solide là pour quand même régler les problèmes. Si elle n'arrive pas à régler ces tripatouillages pour empêcher les chefs d'État de s'éterniser au pouvoir. On va revenir dans la deuxième partie du Monde en 7 pour parler de l'opération Barkhane, dont la fin a été sifflée par Emmanuel Macron au Sahel, et parler également des 6 casques bleus togolais qui ont été blessés au Mali. C'est dans une dizaine de minutes après le journal.